Voilà, salut tout le monde. Je commence officiellement ce nouveau webinaire en français. Et donc, salut Nathalie, salut Martin. Je vois qu'on a beaucoup de monde de la Suisse, de Dubaï, du Canada. Après, on a des gens du Qatar, le Québec. Donc, c'est varié. On a rarement des webinaires en français, mais j'ai l'honneur ce soir de rencontrer Nathalie et Martin et ils vont nous parler des apprentissages transférables pour comprendre le monde. Bonjour Nathalie, bonjour Martin. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, oui. Je vais rappeler tous les participants de choisir All Panelists and Attendees, tous les conférenciers et tous les participants. Comme ça, tout le monde peut voir et peut lire ce que vous êtes en train d'écrire. Nathalie, on est prêt à commencer. D'accord, alors je vais commencer. Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, dépendant où vous venez. Moi, je présente du Canada, de l'Ontario. Et puis, Martin et moi sommes très heureux de présenter à la communauté francophone sur les apprentissages transférables pour comprendre le monde. Juste pour vous donner un petit sommaire de où je viens, c'est que j'ai rencontré justement Ali et Julie Stern à Montana. J'ai pris le cours avec Lynn Erickson. Et de là, Julie et moi, on a formé une amitié et elle m'a demandé de l'aider à écrire son livre Tools for Teaching Conceptual Understanding, qui est finalement traduit en français et qui est disponible en fin de compte demain. Et Ali va mettre dans le clavardage ou dans le chat, ou si vous êtes intéressé à le commander, outils pédagogiques pour l'apprentissage conceptuel. Je laisse la place à Martin. Oui, bonjour, bonsoir, dépendamment où vous êtes. Mon nom est Martin Tremblay. Je suis au Québec, au Canada, et j'enseignais dans des écoles internationales avant de devenir conseiller pédagogique pour la province de Québec en anglais langue seconde et surtout avec l'aspect technologique. Et je m'intéresse beaucoup à la compréhension conceptuelle et aux apprentissages transférables, ce qui m'a amené à croiser le chemin de Nathalie et de collaborer durant mes temps libres avec cette belle aventure, disons ça comme ça. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter un survol du travail fait par l'équipe de Learning That Transfers. Juste une blague. Donc, j'ai rencontré Nathalie face à face il y a des années lors de la formation de Lynn Erickson. Mais Nathalie et Martin, qui sont dans le même pays, ils ne se sont pas rencontrés face à face. Peut-être un jour. Oui, peut-être un jour. Nous les trois, dans ce cas-là, on va vous inviter dans notre monde. Ah, avec plaisir. On a encore du monde qui regarde sur Facebook, donc on va les saluer et ils peuvent aussi interagir avec nous. Je vais garder aussi un œil sur les gens qui regardent sur Facebook. Et donc là, on est prêt à démarrer ce webinaire. D'accord, merci. Alors, pour commencer, comme on parlait justement de qu'est-ce que nous subissons en ce moment avec cette pandémie, on va débuter le webinaire avec une petite provocation. Vous allez utiliser le clavardage ou le chat pour répondre à cette question. À quelle autre situation imprévisible nos élèves pourraient-ils être confrontés? Alors, on voudrait juste savoir vos idées. Qu'est-ce que sont les autres situations que nos élèves pourront subir éventuellement? Alors, si vous prenez, on va vous laisser un petit moment d'utiliser le clavardage et répondre. Je vais regarder aux réponses. Alors, juste mettez un petit peu de qu'est-ce que vous pensez. Donc, on a de Walid une alarme d'incendie. C'est une situation imprévisible. La situation d'examen. Ah oui. Oui. Donc, moi, un test surprise de Betty. J'ai écrit récemment un article en arabe et donc je parlais que
ce moment de crise, ce n'est pas uniquement le Covid. Le moment de crise peut être n'importe quelle autre crise qu'on peut rencontrer. Donc, Ruba est en train de parler de l'état fusionnel avec les parents. Avec les parents, d'autres crises mondiales qui vont avoir lieu. Oui, on peut parler aussi des les tsunamis qui ont eu lieu il y a quelques années, ou bien les tremblements de terre qui ont causé les destructions des écoles. On parle aussi du réchauffement climatique. On parle de l'explosion qui a eu lieu l'été dernier à Beyrouth et qui a aussi causé la destruction de quelques écoles. Et donc, Christine, salut Christine. Christine nous regarde de la Suisse, mort d'un animal de compagnie. Ça peut être aussi un moment difficile. Exactement. Oui, la mort, un accident de voiture, on perd quelqu'un de proche. Ce sont aussi des situations difficiles. Intimidation sur les médias sociaux. Salut Bianca. Et puis, les attentats terroristes. Je ne sais pas, l'ami, elle est dans quelle partie du monde? Et puis, l'intelligence aussi artificielle qui est en train de changer notre monde et notre vie quotidienne. Exactement. Alors, c'est juste, merci Ali de t'avoir lu. Et c'est ça que Martin et moi, notre mission en tant qu'éducateurs et parents, c'est comment est-ce que nous allons préparer nos élèves à résoudre des problèmes si complexes, comme vous avez mentionné. Qu'est-ce que voulons-nous que nos élèves fassent avec notre matière, notre discipline, pour les aider à résoudre ces problèmes? Alors, merci. En effet, on a des problèmes complexes. Alors, pour continuer, je vais juste vous mettre, juste vous montrer aujourd'hui, encadrer qu'est-ce que sont les intentions pédagogiques pour notre webinaire. Le premier point, c'est réfléchir à la manière dont l'éducation doit évoluer. Le deuxième point, c'est décrire le rôle des concepts dans le transfert de l'apprentissage. Et finalement, on veut vous montrer, vous expliquer comment développer une culture du transfert qui donne aux élèves les moyens de comprendre de nouvelles situations. Alors, si on regarde le point 1, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on doit regarder l'éducation? Comment est-ce qu'on peut évoluer et changer cette éducation, sachant tous ces problèmes complexes que nos enfants, nos élèves vont faire face. Et le deuxième point est le comment. Le troisième point, on veut juste vous montrer un aperçu. Naturellement, c'est un aperçu seulement aujourd'hui de comment on peut établir ces changements. Alors, juste pour vous montrer cette question, vous ne répondez pas à cette question, c'est notre question maîtresse, notre question d'aujourd'hui. Comment notre monde, en constant changement, influence-t-il l'enseignement et l'apprentissage? Comment est-ce qu'on peut réfléchir à la manière dont l'éducation doit évoluer? Alors, l'une des choses que nous, en tant qu'équipe, on parle beaucoup et on se demande souvent où en sommes-nous dans le temps et l'espace. Comme vous savez, on vit actuellement ce qui sera probablement décrit comme un moment décisif dans le cours de l'histoire humaine. Alors, comment est-ce qu'on peut établir des changements? Alors, juste pour expliquer rapidement, dans le livre intitulé That Used to Be Us, écrit par Tom Friedman, il dit dans son livre qu'au XXe siècle, la plupart des emplois étaient des emplois pour lesquels il fallait se rappeler de procédures et d'instructions. Mais maintenant, au XXIe siècle, cet équilibre s'est déplacé et davantage de personnes maintenant doivent transférer leur apprentissage. Ils doivent prendre ce qu'ils ont appris à l'école et l'appliquer de manière nouvelle et créative. Regardez par exemple cette année, cette pandémie, comment les entrepreneurs ont dû changer leur façon de penser, comment vous, étant enseignants, beaucoup d'entre vous probablement enseignez en ligne, comment on a dû être créatif et changer notre façon d'être.
Alors, nous devons donc nous demander ce que ce changement d'équilibre signifie pour l'enseignement et l'apprentissage de nos écoles aujourd'hui. Donc, on peut aussi se demander qu'est-ce que ça signifie pour l'enseignement et l'apprentissage dans nos écoles aujourd'hui, tout ce changement, qu'est-ce qui doit changer? Donc, par exemple, on peut se dire que nous devons passer de, par exemple, la couverture de contenu, hein, on a tellement de contenu à passer, à la mémorisation par cœur, donc beaucoup de choses à apprendre. Et souvent, on voit les élèves comme des receveurs de connaissances, mais on doit passer de ce modèle-là vers connecter les contenus au lieu de simplement dire je dois couvrir, je dois couvrir, je dois couvrir. Appliquer la compréhension, toutes ces choses qu'on apprend par cœur, mais quand est-ce qu'on a l'occasion de vraiment l'appliquer, de transférer ce qu'on a appris et de cesser d'être simplement des receveurs de connaissances pour devenir des constructeurs de savoirs nouveaux, autant avec l'enseignant. C'est vraiment une équipe. Donc, une autre citation qu'on aime vient de Simon Sinek, qui est un auteur britanno-américain. Et puis, il dit, la profession se portera bien si vous êtes ceux qui sont prêts à changer votre propre entreprise. Si vous protégez votre entreprise ou le statu quo, elle sera détruite pour vous. Et puis, pour nous, ça représente, oui, ce qui se passe dans le monde. Si on pense juste avec, par exemple, le commerce de détail et ce que Amazon a bouleversé, les commerces de détail qui ne voulaient pas changer ou aller en ligne, bien, se sont finalement fait avaler ou quand est arrivé une situation comme la pandémie, ont été forcés de changer, mais pour certains, il était trop tard. Alors, nous, on peut se poser la question, qu'est-ce qui doit changer en éducation, en enseignement? Alors, on vous demanderait de prendre quelques instants. Non, tu peux revenir, Nathalie, à la diapo précédente. On vous demande en un mot, un ou deux mots, dans le clavardage ou le chat, d'écrire, selon vous, qu'est-ce qui doit changer en éducation. Donc, vous nous envoyez vos réponses, on va voir qu'est-ce que vous trouvez qui doit. Voilà, je reviens et donc on écoute nos participants qui nous regardent de partout dans le monde et la question est la suivante, qu'est-ce qui doit changer dans le monde de l'éducation? Vous pouvez nous envoyer une idée, un mot dans le chat et en attendant cette interaction, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré. Vous allez la voir sur notre chaîne YouTube et on est live sur Facebook. Donc, les réponses commencent à arriver. Walid nous dit le contenu doit s'adapter à l'actualité. Rania, de nouveau, elle parle aussi de curriculum. Pareil, Mihai, il ajoute le curriculum et les tests ou bien les évaluations. Bianca nous parle des autorégulations des apprentissages. S'adapter aux besoins des apprenants selon Zainab. Et puis, Betty mentionne la collaboration entre l'enseignant et l'apprenant. Là, je peux citer l'agencivité ou bien agency en anglais. Lamia nous parle aussi des conditions de travail des enseignants, des apprenants. Oui, donc je me demande si vraiment après ce Covid, nous allons revenir à cet emploi du temps classique. On vient à l'école de 8 heures du matin jusqu'à 15 heures de l'après-midi et c'est tout. Parce qu'il y a beaucoup de profs qui veulent ça. Mais en réalité, ça va changer et donc les écoles qui vont continuer à exister, à mon avis, ce sont les écoles qui vont s'adapter à ce changement et à cette nouvelle dynamique dans l'enseignement et l'apprentissage et la relation prof-élève. Oui. Est-ce imaginable de retourner à un statu quo après la situation que l'on va avoir vécue? Donc, Nathalie, tu peux faire la suite. Et je vais saluer Jason. Jason est en train de regarder de l'Afrique du Sud et il est en train de nous voir sur Facebook. Salut Jason. Bonjour. Alors, on parle ici de beaucoup de changements. Je voyais d'ailleurs une réponse qui m'interpellait, qui disait on doit vraiment se coller sur ce qui se passe dans le monde, sur l'actualité. Mais justement, comment outiller nos élèves à comprendre et à être créatifs face au changement ou même de faire partie du changement au lieu de le subir? Bien, c'est ça qu'on essaie là, de répondre parce que avant,
on avait l'habitude de penser que l'apprentissage pratique préparerait les élèves pour l'avenir. Donc, si on fait ce qui est dans le manuel puis on le pratique, bien, les jeunes sont prêts pour l'avenir. Mais on le voit aujourd'hui, nous pensons que l'organisation conceptuelle et une culture de transfert dans des contextes authentiques, c'est ce qui prépare les élèves pour l'avenir. Bon, on est plusieurs participants de partout dans le monde. Alors, est-ce qu'on sait c'est quoi l'organisation conceptuelle ou une culture de transfert? De quoi on parle exactement? Eh bien, je vais vous laisser justement l'experte nous parler justement un petit recap, une récapitulation de ce que c'est justement certains de ces termes. Oh, Martin, merci. Alors, pour continuer. Pas de pression, Nathalie. Exactement. Alors, vous allez utiliser encore le clavardage pour une petite diagnostic. Pour vous, quelle est la définition d'un concept? Qu'est-ce qui correspond le mieux à votre compréhension? Alors, vous allez écrire la lettre seulement. A, B, C, D. Une stratégie qui s'appelle les 4 points, une très bonne stratégie. Il peut y avoir plus qu'une lettre. Allez-y, juste mettez pour vous, qu'est-ce que c'est la définition d'un concept? Donc, je vois qu'on a plusieurs A qui arrivent dans le chat. On a tendance, il y a d'autres participants qui vont choisir d'autres lettres. Et voilà, je vois Alexandre qui choisit D, une idée organisatrice. Et je ne sais pas si on aura aussi des B et des C, des autres participants. Un autre D qui vient dans le chat de Zainab. Donc, et je vois si on a un autre D aussi, un autre A. Donc, les réponses sont divisées entre le A et le D. Voilà, Nathalie, que penses-tu? Merci, bonne diagnostic. Très bien. Alors, on continue juste pour vous mettre plus dans le bain de qu'est-ce que c'est nos idées de concept. Alors, maintenant. Lamia, juste pour te dire que Lamia a mis A, B, C et D. La réponse était bonne. Tout est bon, exactement, super. Alors, prenez un moment. Je voudrais que vous comparez les 2 colonnes de concept avec la colonne de faits ou d'exemples à droite. Qu'est-ce que vous remarquez? Peut-être que vous remarquez que les concepts sont généraux, larges et abstraits, tandis que les faits sont beaucoup plus spécifiques. Les faits aident les élèves à identifier les caractéristiques principales d'un concept et sont toujours donc nécessaires à l'apprentissage. Il faut faire attention de dire « Oh, on va juste mettre tous les faits dehors ». Non, les faits sont aussi importants à l'apprentissage des concepts. Mais les concepts se transfèrent dans multiples situations. Pour les concepts, il y a aussi une espèce de hiérarchie. Alors, comme par exemple, il y en a qui sont très généraux et transdisciplinaires, comme vous voyez dans la colonne de gauche. Mais ils peuvent aussi s'appliquer de différentes manières. Ils peuvent s'appliquer de différentes manières à de nombreux contextes et contenus. Mais aussi, il y a des concepts qui sont très spécifiques à la discipline. Et mais ils sont plus étroits. Mais même s'ils sont précis, ils peuvent se transférer à de multiples situations. Pour continuer, cette citation pour nous encadre un peu qu'est-ce que veut dire le concept. Alors, John Bransford dit, il cite, « La raison pour laquelle les experts se souviennent davantage est que ce que les novices considèrent comme des éléments d'information isolés, les experts voient comme des ensembles d'idées qui sont organisées. » Pour continuer, nous, notre équipe, on utilise notre définition d'un concept s'aligne très prochement avec la définition écrite par James Nottingham, qui a écrit le livre Learning Challenge, qui dit que soit qu'un concept est une idée organisatrice contenant des attributs tirés d'exemples. Moi, qu'est-ce que j'utilise dans ma classe quand j'enseigne mes petits, parce que je suis une enseignante à l'élémentaire, j'utilise simplement les concepts sont des mots que nous pouvons utiliser pour classer et organiser notre monde. Alors, je disais toujours à mes élèves, regardez, on a un cerveau et dans le cerveau,
on a des filières, des fichiers, et on organise tous les exemples, cette pile de faits que vous voyez à gauche, et on les organise de façon que c'est plus facile à récupérer l'information et ça dure beaucoup plus à long terme. Pourquoi? Parce qu'ils font des liens, c'est classé. Ah, ça va avec ça. Alors, ils ont cette capacité de se souvenir à long terme. Pour continuer, en plus des faits et des exemples, on se concentre beaucoup, étant enseignant, par des thèmes ou des sujets. Alors, regardez ce tableau. Vous remarquez quelle est la différence entre les sujets et les concepts. Juste regardez la différence. Oui, on enseigne beaucoup en sujet, mais si vous regardez les concepts, la principale différence est que les concepts pointent vers des structures beaucoup plus profondes que les élèves peuvent comprendre à nouveau dans des situations différentes. C'est un simple changement dans la façon que nous, étant enseignants, on voit les choses et on peut les utiliser beaucoup plus radicalement pour approfondir la réflexion de nos élèves. Et naturellement, oui, probablement que vous enseignez ces concepts, mais si vous les utilisez plus régulièrement en classe, vous allez voir qu'ils pourront faire des liens avec beaucoup d'autres choses. Alors, pour continuer, Martin, vas-y. Oui, donc justement, pourquoi et comment amener les élèves à transférer leur compréhension conceptuelle? Bien, la première chose qu'on peut voir, c'est les phases d'apprentissage telles que définies par John Hattie, Doug Fisher et Nancy Frey. Donc, on parle de passer d'apprentissage de surface vers l'apprentissage approfondi pour finalement pouvoir transférer ces apprentissages. Donc, le transfert est non seulement le but, mais une façon aussi d'apprendre, okay? De s'assurer que les apprentissages restent plutôt qu'en surface et on finit par les oublier. Mais on a besoin des apprentissages en surface pour arriver à les transférer éventuellement. Donc, on va continuer dans cette même veine avec, juste pour vous faire visualiser, donc avec une autre citation ici de Jerome Bruner. Donc, saisir la structure d'un sujet, c'est comprendre comment celui-ci est lié de manière significative à bien d'autres choses. Donc, le concept de connexion, justement, qui va être exploité, je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard, mais c'est pourquoi l'équipe de Learning That Transfers a développé le modèle cognitif des apprentissages transférables qu'on appelle ACT pour acquérir, connecter et transférer. C'est un modèle en fait qui est un outil flexible qui peut nous aider à discerner et à interpréter chaque matière ou discipline et son contenu. Bien, on est capable de les visualiser à travers ce modèle et aussi grâce à leurs concepts et la manière dont ceux-ci, les concepts, interagissent. On peut donc améliorer notre compréhension du monde en reconnaissant les façons dont celui-ci est organisé. Lorsqu'on y arrive, chaque événement de notre vie, bien, ça devient une leçon et le monde devient notre école à ce moment-là. C'est comme ça qu'on devient un apprenant à vie. Je vais laisser Nathalie survoler plus en détail la phase acquérir du modèle. Alors donc, je vais juste expliquer les 3 phases du modèle cognitif ACT. Alors la première, c'est acquérir. C'est là où vous donnez aux élèves l'occasion de donner un sens à des concepts individuels. Et c'est très important de passer du temps à cette phase, surtout si vous enseignez dans un niveau comme moi, j'enseignais le français en langue seconde. Parce que nos élèves n'ont pas ce vocabulaire. Alors, passez du temps à cette partie acquérir. Dans notre cours qu'on va offrir le 2 mai, on parle de 4 stratégies durant la phase acquérir. Il y en a beaucoup, mais nous, on aime bien ces 4 stratégies. Alors, les 4 coins et la réalisation des concepts permettent aux élèves de tirer parti de leurs connaissances antérieures et d'acquérir une compréhension simple du concept.
Le STEADY, qui veut dire, c'est un acronyme pour copier, E, c'est élaborer, D, c'est donner des exemples, I, c'est illustrer. Et le modèle Freuer permet de consolider et renforcer la compréhension des concepts individuels. Alors, je vais juste vous montrer des photos de qu'est-ce que je fais dans ma classe. Je suis une enseignante au niveau élémentaire. J'enseigne les enfants de l'âge de 7-8 ans. Alors, je donne des exemples. Je vais vous montrer quelques petits exemples. Ici, on regardait le concept de tradition, culture et célébration. Et j'ai donné, alors on avait parlé d'exemples, on a fait plein de choses. Et là, j'ai donné les concepts et les exemples sur des petits cartons. J'ai demandé aux enfants, triez-le. Trier ces mots. Alors, ils ont trié. Et si vous remarquez, ils ont mis le mot pays au milieu. Et je leur ai demandé pourquoi, parce que je retourne toujours et je leur demande, c'est parce que dans tous les pays, il y a des traditions et des célébrations. C'est pour ça qu'on l'a mis au milieu. Ensuite, je suis passée au STEADY, qui est, comme je vous disais, C, c'est copier, E, élaborer, D, donner des exemples, I, illustrer. Alors, alors on a écrit là. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a trouvé une définition de qu'est-ce que c'est une tradition ensemble, toute la classe ensemble. Alors, ils ont copié ça. Mes élèves ont un journal intellectuel où ils ajoutent leurs idées, ils élaborent toutes leurs idées. Et après ça, cet enfant-là a écrit le E, élaboré de qu'est-ce que c'est une tradition. Finalement, il a aussi ajouté donner des exemples dans sa propre famille, qu'est-ce qu'ils font comme illustration, tradition et finalement dessiner. Alors, c'est juste donner 2 exemples. Alors, je vais poursuivre avec, j'aime beaucoup travailler dans ma classe avec les concepts généraux parce que j'aime que mes élèves utilisent ces concepts généraux pour voir leur monde. Et c'est très intéressant comment ils acceptent et voient, quand ils comprennent bien un concept, quand ils vont vous donner beaucoup plus d'idées. Alors ici, j'ai emmené mon vélo en classe et je leur ai dit que mon vélo s'appelait système. Et je leur ai expliqué pourquoi c'est un système. J'ai dit, si je tourne la pédale, tout bouge. Et j'ai dit, un système est fait de beaucoup de parties interdépendantes. Et si une partie casse, mon système ne fonctionne plus. Alors, j'ai carrément enlevé la roue de mon vélo et ils voyaient que ça ne fonctionnait pas. Alors, après ça, je leur ai dit, vous allez retourner dans vos groupes, dans votre groupe de collaboration, et vous allez trouver dans votre monde d'autres systèmes. Mais je veux aussi une preuve. Pourquoi c'est un système? Alors, regardez ce qu'ils ont trouvé. Le premier groupe m'a dit le système solaire. Pourquoi? S'il n'y a pas de gravité, il n'y aura pas de système solaire. D'accord. Alors, ça, c'est un système. Le deuxième groupe m'a montré que le système humain est un système parce que si quelque chose ne fonctionne pas, ça affecte les autres parties de notre corps. L'autre groupe m'a dit l'école. Pourquoi? S'il n'y a pas de directeur dans l'école ne peut pas fonctionner. Alors, je leur ai dit d'accord, je vais leur donner ça. Et notre groupe me dit, j'étais émerveillée par ce groupe, ils m'ont dit une ville ou une communauté. Et j'ai dit pourquoi? Elle dit, une communauté, et dans la communauté, il y a des rues et il y a des signaux de circulation, il y a des routes, mais s'il y a un qui ne fonctionne pas ou il y a un accident, il va y avoir un gros trafic et les rues dans la communauté ne pourront pas fonctionner. Alors, j'ai trouvé ça quand même pas mal pour des enfants de 7 ans. Pour continuer, le dernier groupe m'a dit la voiture. Mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est que le lendemain, alors les enfants ont quitté la classe et le lendemain, à l'Ontario, on a souvent ça, on a des tempêtes de neige
et toutes les écoles étaient fermées et les autobus scolaires ne fonctionnaient pas. Le surlendemain, mes élèves reviennent, il y a un petit garçon qui me dit « Madame, j'ai trouvé un autre exemple qui va avec le concept de système. » Il dit « Les autobus scolaires ne fonctionnent pas s'il y a une tempête de neige. » Et son petit copain qui est à côté de lui répond « Oui, mais aussi la météo est aussi un système. » Alors, vous voyez comment, si vous enseignez de cette façon, ce n'est pas besoin d'être nécessairement avec votre curriculum, vous emmenez cette permission d'emmener des concepts dans votre classe, comment vous pouvez ouvrir leur monde et ils voient leur monde différemment. J'encourage beaucoup d'utiliser ces grands concepts dans la classe. Alors, pour continuer, oui. Alors, souvent, je reviens sur ces concepts et je demande souvent mes élèves d'illustrer, soit en dessin, comme vous avez vu plus tôt, ou ils peuvent faire avec de la pâte à modeler, ou moi j'enseigne beaucoup la danse, alors je demande souvent à mes élèves de démontrer des concepts avec leur corps. Mais ici, ils ont utilisé de la pâte modelée pour me montrer qu'est-ce que c'est un système. Alors, qu'est-ce que je trouve extraordinaire, si vous regardez celui-là en bas à gauche, il a écrit climat. Alors, il a vu que le climat était un système. Merci. Wow, super. Quand je disais que Nathalie, c'était l'experte. Je ne sais pas, mais j'aime ça. J'ai adoré parce qu'on voit que dans la phase acquérir, les élèves vont aller chercher une multitude d'exemples où est-ce qu'on peut voir le concept ou leur interprétation de ce qu'est le concept. Donc, ils font plusieurs liens et plus ils vont faire des liens, plus ça vient justement renforcer ce qu'est un concept. Ou des fois, ils vont aussi avoir des mauvais exemples, ce qui va quand même venir aider à apprendre ce que c'est vraiment le contexte. Donc, les exemples, les contre-exemples vont servir à ça. Donc, quand on parle de faire des liens connectés, c'est quoi la différence? Bien, ici, on va parler plutôt de connecter des concepts entre eux. On vient de voir, mettons, avec Nathalie, système et faire des liens avec différents systèmes. Mais ici, on parle vraiment d'en connecter, de faire le lien entre différents concepts entre eux. Comme ici, on a l'exemple un peu pour extrapoler, pour imaginer le tout, comment les neurones fonctionnent de façon naturelle, c'est-à-dire qu'elles vont créer des liens entre elles lorsqu'on va apprendre. Donc, pensez-y un instant, si je fais juste enseigner le concept de virus à mes élèves de façon isolée et j'enseigne le concept de communauté de façon isolée à mes élèves, ça ne se peut pas. Il faut à un moment donné arriver à les relier entre eux. Vous voyez tout de suite la richesse. Si je fais juste enseigner virus tout seul, communauté tout seul, ça ne se tient pas tout de suite. Vous avez fait des liens. Si je mets le concept de ce que c'est un virus plus communauté, bien, comment ça va interagir ensemble, comment c'est relié, comment c'est connecté. Ça, c'est la puissance de la phase de connecter pour voir comment les concepts interagissent. Okay? Comment ils vivent dans la nature, si on veut. On a plusieurs stratégies qui sont offertes aussi pour arriver à amener les élèves à connecter, à faire des liens. Donc, on a les fameuses questions conceptuelles qui sont un essentiel. On va vous en montrer des exemples. Il y avait aussi, juste tu vas vite, Nathalie, donc il n'y a pas de problème. Il y avait le clic qui est comme dans le fond une représentation conceptuelle de ce que c'est. Et puis finalement, non, c'est le dernier, le BOLD, qui est la compréhension, la visualisation conceptuelle. Et le deuxième, c'est vraiment pour savoir suivre la démarche des élèves. Pardon. Donc, pour ce qui est des questions conceptuelles, donc ici, on en a, c'est des ressources qu'on va partager à la fin. Vous en avez des exemples où est-ce qu'on a juste à insérer les différents concepts qu'on veut étudier avec les jeunes. Donc, quelle est la relation entre, disons justement, virus et communauté? Comment les virus influencent-ils la communauté? On pourrait le voir comme ça. Donc, si on change, on va avoir, justement, on vous a fourni quelques exemples sur la diapo
la prochaine diapo. Donc, vous en avez ici là, qui touchent à différentes matières en même temps. Donc, comment le destinataire influence-t-il le contenu de nos textes? Donc, en langue, quels effets ont la mesure et le poids sur une structure? Quel est le rôle de la ligne de fuite dans la perspective? Quelle est la différence entre l'amitié et l'amour? Oh! Hein, ce sont, hein, comme vous voyez, des questions souvent qu'on peut étudier toute la vie. Exactement. C'est pas réglé dans un examen un vendredi. Donc, Nathalie, je vais te laisser poursuivre avec la visualisation justement des connexions. Oui, alors juste, ça c'est alors, vous vous souvenez que je vais discuter, les élèves ont fait ce tri des concepts et des exemples et éventuellement quand on avance, au fur et à mesure qu'on avance dans notre unité, on ajoute d'autres concepts, d'autres exemples. Et là, après ça, j'ai demandé aux élèves d'utiliser cette stratégie BOLT qui est liez-les-moi et donnez-moi une phrase qui démontre votre schéma. On appelle ça le schéma de qu'est-ce que vous voyez dans la tête. Alors, qu'est-ce qu'ils font éventuellement, c'est qu'ils créent une généralisation de qu'est-ce que leur schéma veut dire. Alors, ce petit groupe, on dit, dans tous les pays, il y a des traditions, des célébrations et des cultures, on doit les respecter. Ça serait très bien que, je pense que nous étant adultes, qu'on devrait peut-être regarder ça et voir le respect pour tout le monde. Dans le monde, on aurait moins de problèmes. Alors déjà, les élèves commencent à comprendre le respect des autres cultures et des autres traditions et des autres célébrations. Ici, on a un exemple de mathématiques et c'est d'une classe de 3e année. Et les élèves ont reçu des petites feuilles de papier bleu pour leurs concepts. Et au fur et à mesure qu'ils apprenaient les relations entre les concepts, ils traçaient des lignes. Alors, les concepts sont ajoutés au fur et à mesure. Et sur les lignes, ils ont écrit leurs pensées et leurs nouvelles idées qui se développent au fur et à mesure. Et ils ont, après ça, écrit leurs pensées. Alors, si vous prenez juste un petit moment juste pour les lire, ça vient d'une école américaine, mais c'est pas grave, on voit, ça peut se faire en français facilement. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les enfants ont effacé, alors ils ont changé d'idée, ils ont évolué à travers le fur et à mesure que leur pensée s'évolue. Alors, pour continuer, on va passer à la 3e phase de notre modèle cognitif, qui est la phase transférée. Alors, juste pour vous dire, c'est très important de passer à la phase acquérir, surtout si vous enseignez dans un milieu que vos élèves n'ont pas, ce n'est pas leur première langue, passez du temps. Après, à la phase connectée, qui est très importante, là, vous allez avoir ces grandes idées qui vont se développer avec vos élèves. Et quand ils ont cette bonne compréhension, vous pouvez aller dans la phase transférée. C'est là où vous donnez aux élèves des moyens d'approfondir et élargir la compréhension par le transfert des relations conceptuelles à de nouvelles situations. Il y a beaucoup de types de transferts. Il y a des transferts similaires qui est très proche de ce que nous enseignons en classe. Il y en a des dissimilaires, alors vous allez de plus en plus loin, alors vous les faites penser, et éventuellement à ce monde réel où les enfants, les élèves commencent à appliquer tout ce qu'ils ont appris à quelque chose de tellement différent dans leur monde réel. Ici, on vous donne des exemples de transferts courants. Alors, par exemple, un exemple de transfert similaire en univers social pourrait être étudier d'autres communautés, des cultures, des pays ou dans l'histoire. En mathématiques, on pourrait explorer comment les élèves pourraient utiliser les différentes stratégies pour résoudre des problèmes ou de différentes représentations pour montrer leur réflexion. En langue, vous pourrez passer d'un texte similaire à l'autre. Et enfin, en sciences, le transfert peut se faire en étudiant plusieurs types d'habitats, écosystèmes et par exemple.
et des exemples. Ça, c'est des transferts plus similaires, un peu plus proches de ce qu'on enseigne. Alors, je vais juste vous donner ici un exemple du cycle du transfert d'apprentissage. Vous vous souvenez quand Martin avait introduit les questions conceptuelles, ces relations conceptuelles, ça encadre un ensemble d'expériences d'apprentissage. Mais qu'est-ce qu'on veut? C'est que vous posez cette question et intentionnellement aux élèves de transférer leur apprentissage à de nouveaux contextes et de nouvelles situations. Vous revenez toujours à cette question, mais vous introduisez de différents contextes. Alors, je vais vous donner un exemple de ma classe encore, un exemple de univers social. Voilà la grande question maîtresse que j'ai posée à mes élèves. Quelle est la relation entre l'humain, les habitats et l'environnement naturel? Naturellement, on a pris beaucoup de temps à la phase acquérir et connecter, mais après ça, je commence à faire le transfert. Alors, on a regardé cette question, on a regardé l'environnement local autour de nous. Après ça, on a regardé l'environnement au Canada, comment les humains et les habitats et l'environnement naturel est différent dans notre pays, qui est soit à l'Arctique ou au sud où j'habite, et éventuellement dans l'environnement global, partout dans le monde. Alors, vous voyez comment ils changent de contexte, ils vont de plus en plus loin parce qu'ils doivent appliquer de tout ce qu'ils ont appris à des différents contextes. Finalement, à la fin de l'unité, mes élèves sont arrivés en classe et sur leur pupitre, ils avaient une petite lettre. Et dans la lettre, un pays fictif que j'ai inventé invite l'élève à être un architecte. Et alors, dans la lettre, j'explique, il y avait plusieurs pays, j'explique que le pays où ils doivent construire une maison, voilà les ressources naturelles, les régions climatiques, les dangers, etc. Alors ici, vous voyez le petit qui, dans son journal intellectuel, qui planifie sa maison parce qu'il doit construire une maison sur une île qui est souvent inondée. Et aussi qu'il y a des animaux dangereux. Alors, si vous voyez sur la petite maison, il y a une petite échelle qui se roule parce qu'il m'a expliqué que le soir, il la roule parce que pour pas que les animaux montent. Mais elle est construite, la maison est construite sur des pilotis parce qu'il y a souvent des inondations. Alors, c'est là où vous voyez qu'ils utilisent tout ce qu'ils ont appris pour mettre en place quelque chose de nouveau, pour une nouvelle situation. Alors, pour terminer, je voulais juste, Martin et moi, on voudrait vous introduire à ce canevas. Alors, ce canevas fait partie du cours que nous allons offrir le 2 mai. Et si vous êtes intéressé à y participer, vous aurez l'occasion de créer un canevas de votre discipline. Alors, c'est plus un genre c'est quelque chose un aperçu de votre unité. Ce n'est pas un module bien décrit, c'est un aperçu. Mais qu'est-ce qui est bien de cet aperçu, ce canevas, c'est que là, vous pensez à ces 3 phases de notre modèle cognitif. Acquérir, connecter et ces transferts et éventuellement à cette action. Parce que c'est ça qu'on veut éventuellement, c'est que nos élèves, quelle action vont-ils prendre pour essayer de résoudre ces problèmes complexes? Oui, avec les petits, ça peut être simplement comme dans celui-là, c'est pour les enfants de 6 ans, c'est que les enfants vont faire une petite enquête de l'environnement de l'école et trouver quelque chose pour améliorer leur environnement. Alors, si vous êtes intéressé, dans notre cours qui est 6 semaines, on explique chaque semaine comment monter ce canevas et à la fin, vous pouvez l'essayer dans votre classe. C'est le fun, comme on dit en bon québécois, n'est-ce pas, Martin? Et là, ici, c'est un autre que j'ai créé sur un univers social pour les rôles et responsabilités, juste pour vous montrer de différentes canevas que vous pouvez faire dans n'importe quelle discipline. Il y en a beaucoup d'exemples sur le site web de Julie Stern qui sont
présentement en anglais, mais si notre communauté francophone peut se mettre ensemble, on pourra créer plein de canevas français pour partager avec le monde. Je laisse la place à Martin. Fantastique. Donc, justement, si on revient sur la dernière phase, qui est après même la phase acte, donc qui était dans l'action, d'amener l'élève vraiment à changer son monde. Puis souvent, les enseignants, quand on parle de l'action, pensent, OK, est-ce que l'élève doit arrêter la guerre ou résoudre les problèmes climatiques? Non, une action qui a un effet dans son monde peut être quelque chose, son monde, ça peut être la classe. Donc, c'est vraiment à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on fait en ce moment dans telle ou telle matière ou comment je vais maintenant mettre ma compréhension conceptuelle en application. Donc, ce transfert-là que je fais, comment il peut avoir un impact autour de moi. Donc, ça, c'est vraiment important. En fait, c'est la partie la plus fascinante selon moi parce que vraiment l'école sert à changer le monde. Alors, on revient avec une autre citation. On aime beaucoup les citations. Hein? Donc, pour moi, l'enfant est l'image même de la possibilité de devenir, d'aller vers ce qui n'est pas encore, vers une croissance qui ne peut être prédéterminée ou prescrite. Je vois l'enfant risquer, se fatiguer, vouloir découvrir, se poser ses propres questions, vivre dans un monde à partager. Et on pourrait maintenant dire à changer aussi, souvent à bien des égards. Donc, justement, j'espère que vous voyez le lien qu'on vient juste de faire avec l'action, cette curiosité qu'ont les enfants, puis cette volonté qu'ils ont de vouloir avoir un effet autour d'eux. Donc, c'est très important pour nous. Et bien sûr, c'est ce qui colle le modèle ACT avec l'agentivité. L'agentivité, pour ceux qui sont plus familiers en anglais, agency, c'est lorsque l'élève a des choix, c'est lorsque l'élève peut exprimer sa voix ou sa voix est représentée afin de posséder ce qu'il fait en classe, là, vraiment lui donner un ownership et puis surtout d'avoir un effet, comme je le disais, sur son monde immédiat. Donc, vraiment, le modèle cognitif ACT favorise l'agentivité et l'adaptabilité. Ensuite, on arrive à la fin, mais j'espère que vous avez vu, dans le fond, avec ce survol que Nathalie et moi, on a fait, une autre façon d'enseigner qui peut nous amener à une autre façon de comprendre notre monde. J'aimerais ça qu'on revienne à l'exemple qu'on avait justement de la situation actuelle avec la pandémie. Hein? Si on a la pandémie, et puis je me fais juste prendre de court par les changements, je peux avoir beaucoup de difficultés à faire du sens de ce qui se passe autour de moi. On le voit, pas juste les enfants, pas juste nos étudiants, mais les gens en général dans la société, même les politiciens, même les gens qui sont censés être en contrôle, ont de la difficulté à faire du sens de ce qui se passe en ce moment. Des fois, ça aussi, ça peut nous apporter un sentiment de chaos, hein, qu'il y a des bouleversements. Tu peux continuer, Nathalie. Oui, donc, et puis ça peut amener de différents problèmes, comme on le voit en ce moment, de dépendance, de maladies mentales, des théories du complot, la polarisation des opinions. Si justement, on arrive à enseigner d'une façon où est-ce qu'on peut dégager une compréhension conceptuelle de ce qui se passe dans notre monde, ça va nous aider à faire du sens de ce qui se passe dans notre monde, autant pour les enfants que nos étudiants, que nous comme adultes. Okay? Donc, ça aide à la création de sens. Ça nous donne un sentiment d'agentivité, justement, que je peux avoir un impact sur mon monde. Ça me donne la possibilité de m'adapter à ces changements et peut-être même d'innover, d'arriver avec des solutions. On en a vu plein d'exemples durant cette pandémie de gens qui ont vu ce qui se passait puis ont fait « Hey, on a un exemple ici au Québec où des gens qui fabriquaient des filtres d'aspirateurs ont créé un masque qui était encore meilleur que ce qui se faisait pour les hôpitaux. » Donc, d'aspirateur à système humain, ces gens-là ont vu les connexions. C'est pourquoi on les appelle souvent des experts. Donc, comment on peut transformer nos élèves en experts grâce à cette compréhension, ce transfert conceptuel. Ça nous apporte aussi un sentiment d'équité.
on travaille sur la durabilité et évidemment sur le bien-être de tout le monde parce que justement, quand on est en pleine possession de nos moyens, on est d'avis, nous, que ça nous apporte un sentiment de bien-être. Alors, on va y aller avec un jeu qu'on adore jouer, qui vient de Misty Patterson, qui pose souvent la question en anglais « What concepts live here? » Donc, si on regarde l'image ici, la page couverture de The Economist, on a traduit pour l'occasion, et puis que je vous demandais dans le clavardage, dans le chat, de nous écrire juste avec cette image-là, quels sont les concepts que vous pouvez voir en pleine action dans cette image, dans le titre, dans les couleurs. Donc, allez-y, utilisez le clavardage pour nous dire quels concepts vivent dans cette image. J'aime, donc on refait vivre le chat avec les questions et donc à tous les participants qui nous regardent, quels sont les concepts et on commence par Walid qui a écrit Leadership. Donc on voit ce concept sur cette couverture et on voit aussi la collaboration, donc selon Bianca. Quoi d'autre? Coopération, communauté, le partage. La sécurité, on a parlé aussi de l'unité, unify, unity, la réussite, et peut-être une égalité entre les hommes, les femmes, donc la diversité, le danger, où on voit le danger, la créativité aussi, l'union fait la force, on parle aussi de perspective, on regarde d'en haut, donc ça, c'est aussi un concept. Le rouge, oui, la couleur rouge, la couleur du danger. Voilà comment elle a associé le danger à ce qu'on est en train de voir. Le besoin d'autrui, donc oui, la connexion, la communication. Et voilà, on lit aussi le mot sécurité dans le sous-titre. Je ne sais pas si la personne qui a écrit sécurité a lu ça. Rebondir, un filet de sécurité pour un monde post-Covid. Rouge, selon Rouba, c'est aussi la passion. On voit un cercle ou bien un cycle vicieux. Là, on commence à faire des liens vraiment qui sont rendus en dehors du contexte souhaité. Oui. Mais c'est ça le cerveau humain, il fait beaucoup de liens, non? Donc, voilà, on continue. Il nous reste à peu près 5 minutes, Martin et Nathalie. Donc, oui. Et ça tombe. Nathalie, je te laisse faire les invitations pour la conclusion. Oui, alors ici, c'est juste une petite... Ça, c'est le site web de Julie Stern. Et si vous y allez, vous cliquez sur les online courses et vous allez voir que notre cours commence le 2 mai. On serait très heureux. Si vous êtes intéressés, envoyez-nous un petit message. On aimerait bien avoir une petite communauté francophone pour construire des canevas et aussi de lancer ça dans nos écoles francophones. Dans le monde. Et ici aussi, on a ajouté, si vous allez dans la partie ressources, il y a beaucoup de ressources francophones qu'on a mis, parce que ça fait quoi, Martin? Ça fait au moins 4 mois, 5 mois qu'on a tout traduit, on a tout mis à la côté français pour vous aider. Et alors, vous pouvez aller là. Et pour terminer, il y a le groupe Facebook Learning that Transfers. On avait pensé peut-être en faire en français, mais on a dit non. S'il y a des posts, vous postez quelque chose de français, très bien. On est international, on est tous une communauté, n'est-ce pas? Ici, à droite, si vous utilisez votre téléphone, c'est notre cours. Vous allez directement aller là si vous êtes intéressé. Et en dessous, c'est nos 2 Twitter accounts. Si vous pouvez surtout garder contact avec nous, on serait très heureux de partager quoi que ce soit, des idées, de tout. Et moi, je dis toujours, même si je suis une ancienne enseignante, tous les jours, j'apprends quelque chose. N'est-ce pas, Martha?
surtout sur l'ordinateur. Les autres, tu m'en enseignes aussi. Donc. Parfait, parfait. Donc, moi, je vais aussi partager. Vas-y, Nathalie. Oui, juste pour terminer, ça, c'est le dernier livre que Julie Stern et son équipe, Krista, Kayla et Trevor ont écrit, Learning a Transfer, qui est fantastique. Et si vous êtes intéressé à le lire, sans ça, il y a notre livre en France, mon livre en français qui est traduit, qui sort demain. Alors, si vous êtes intéressé, allez-y. Et voilà. Voilà, donc moi, je vais partager mon écran maintenant et je vais inviter tous les participants ce soir pour nous rejoindre le mois prochain. Et le mois prochain, nous allons parler des approches d'apprentissage. Donc, Bianca était avec nous aussi. Et donc, on a des rendez-vous, les rendez-vous ADA. Donc, on va parler des approches de l'apprentissage ou bien les compétences du 21e siècle. Donc, le 18 mai, donc c'est à peu près dans un mois. Et puis, on aura un autre rendez-vous le 15 juin. Donc, les rendez-vous en français vont continuer comme d'habitude. Et aussi, bientôt, nous allons avoir notre journée bilingue. La journée bilingue, nous allons parler sur l'éducation bilingue. Anglais-arabe, anglais-espagnol, français-anglais. Donc, n'hésitez pas à venir et voir aussi ces webinaires qui sont gratuits. Et si vous avez envie de découvrir un peu plus, vous pouvez acheter les livres ou bien suivre les cours. Je remercie de nouveau Nathalie et Martin et à très bientôt. Bianca, merci aussi d'être là et merci de nouveau. Bonne chance pour le cours en ligne. Oui, merci. Je vais